Corps à corps, corps à corps. Avant de vous faire écouter Alexis Colère qui nous annonçait évidemment notre nouveau gouvernement, je veux accueillir Guilain Benessa. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Clémence. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. François Coq est toujours avec nous, bien sûr. Vous êtes avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur notamment de On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, coécrit avec Guillaume Bigot aux éditions L'Artilleur. On va parler de mensonges, tiens, tout à l'heure. Mais d'abord, eh bien, nous avons un gouvernement. Grande nouvelle, roulement de tambour, trompette. On va écouter Alexis Colère. Sur la proposition du Premier ministre chargé de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame Anne Jeuneté, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Monsieur Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Madame Geneviève Darrieussecq. Antoine Armand, c'est suffisant et vous l'avez compris, on a mis en avance extra rapide parce qu'on s'est dit que c'était déjà trop long. Alexis Colère, donc, qui annonçait ce gouvernement parce que lui, il est toujours là. Les marionnettes bougent, mais les marionnettistes, eux, ne changent pas. Eh bien, on a entendu également hier, et ça c'était intéressant, vraiment très intéressant, Michel Barnier, notre Premier ministre, donc, qui a également confirmé sur France 2 que nous n'étions pas en cohabitation. Il s'explique. Nous ne sommes pas en cohabitation. Ce n'est pas une cohabitation. Mais non, parce que l'essentiel du socle parlementaire qui va accompagner le gouvernement est constitué de députés, de sénateurs qui ont, pour beaucoup, soutenu, accompagné le président de la République depuis 7 ans. Et en même temps, il n'y a pas de majorité. C'est la première fois depuis 60 ans qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et ce que j'ai essayé de faire, avec mes propres amis, la famille politique des Républicains, que je veux remercier, c'est de constituer un socle qui soit le socle le plus important de l'Assemblée nationale. Et c'est le cas. 220, 230 députés, c'est plus que les autres coalitions ou socles qui existent, soit sur notre gauche, soit sur notre droite. Et en même temps, ce socle, il restera ouvert. L'action du gouvernement restera ouverte. J'ai interrogé, M. Delahousse, au lendemain de ma nomination, beaucoup de personnalités de gauche. Et vous avez entendu M. Faure et d'autres tout à l'heure dire, avant même que j'ai ouvert la bouche, avant même que j'ai dit quel serait le gouvernement, quelle serait la politique du gouvernement, je vais le faire, mais on va censurer. À l'extrême droite ou à l'extrême gauche, on dit on censure, et à gauche. Moi, je regrette beaucoup ça, parce que je trouve que je pense depuis très longtemps que le sectarisme ou l'intolérance, c'est une preuve de faiblesse. Donc je ne serai pas sectaire. Voilà, il ne sera pas sectaire. Alors nous j'aime beaucoup nous n'avons pas de majorité, mais nous sommes beaucoup, soutenus par beaucoup des députés, de sénateurs. Voilà, le beaucoup, ça fait, visiblement, ça fait la majorité maintenant. Alors, évidemment, pour commenter tout ça et tous les noms sur lesquels on va revenir, ce gouvernement Renaissance, LR et puis une personne de gauche, eh bien, Guilain Benessa, je vous donne la parole en premier. Écoutez, le passage que Clémence avait passé à l'instant en accéléré Alexis Colère, en fait, vous me coupez l'herbe sous le pied parce que ce qui me venait à l'esprit, vous savez, à ce gouvernement, à cette fumée blanche sortie de l'Élysée là durant le week-end, c'est une phrase de Marilyn Monroe. Vous voyez, je cite mes classiques, Marilyn Monroe qui me disait vous avez raison. Mieux vaut être ridicule qu'ennuyeux. Oui. Alors au moins, on ne s'est pas ennuyé pendant 67 jours, puisqu'on attendait la fumée blanche qui est tombée ce week-end. Par contre, je veux dire, on s'est quand même couvert de ridicule au bout du bout, parce que ce qui m'est venu à l'esprit avant qu'on rentre dans le détail, c'est qu'un gouvernement de cette nature aurait pu être nommé en 2 jours. C'est-à-dire attendre 67 jours pour avoir les 3e chapeaux, parce que techniquement, on a puisé dans le 3e chapeau. Nous avons des inconnus pour une large partie, des macronistes canal historique pour une autre partie, des LR relativement méconnus, à part Bruno Retailleau, en fait, qui est la figure de proue des LR. Tout ça pour ça, mais il est quand même venu à l'esprit qu'attendre 67 jours pour ça, voilà. Beaucoup, finalement, on sait pas, on a eu des choses à commenter durant l'été, mais au bout, pour moi, on se couvre de ridicule parce que ça valait pas le coup d'attendre pour vraiment jouer la vieille soupe qui revient une énième fois. Ça, je vous avoue. Alors, c'est pas il y a d'autres choses à affiner, mais tout de même, j'ai le sentiment pendant le week-end, ce que j'ai vu comme commentaire, qu'il y avait à la fois beaucoup de commentaires à côté de la plaque, qui se réjouissaient de toutes petites choses qui sont des détails techniques, comme quelques petites restructurations
restructuration de ministères, quelques jeunes entre guillemets montés désormais qu'on met en avant, des choses comme ça. Mais je pense que l'essentiel doit pas être manqué. L'essentiel, c'est qu'après 67 jours, on hérite d'un gouvernement dans les conditions qu'on connaît, qui n'a aucun poids lourd, qui n'a nulle légitimité démocratique, qui est issu qui occulte totalement le résultat des élections, qui n'était pas de tout celui qui était censé permettre la composition d'un tel gouvernement. Bref, nous n'avons ni démocratie, ni souveraineté populaire, au bout d'un été assez peu ennuyeux, mais qui se conclut par une vague de ridicule, pour moi, inédite. Bon, alors François Coq en réaction directe, et puis après on va affiner, en effet. Ouais, je suis d'accord sur ce point-là, c'est-à-dire que la question du temps n'est pas une question anodine. On a vu les 2 mois pour nommer un Premier ministre, et on a vu, au-delà de la nomination du Premier ministre, les plus de 15 jours, c'est énorme, pour nommer un tel gouvernement qui finalement ne répond à aucune attente. Et on peut légitimement se demander s'il n'y a pas une volonté de créer et de susciter le désintérêt populaire. Parce qu'on voit bien que ce week-end, tout le monde s'en fiche, honnêtement, de la nomination de ce gouvernement. On voit bien qu'il en sort rien. Au mieux, les gens ont été chercher sur Wikipédia qui étaient ces gens. S'ils n'ont pas été cherchés dans Wikipédia, ils ont été cherchés dans le gala, parce que c'est tous les copains du président de la République, ses témoins de mariage, etc. Donc, il y avait plus d'attente populaire. Il y avait une attente populaire au lendemain des législatives. Il y avait encore une attente populaire au moment de la rentrée. Mais finalement, cette façon d'étirer le temps fait que le président s'est mis, pense-t-il en tout cas, à l'abri du regard des Français. Mais s'il a fait ça, et je m'arrête là, c'est qu'il y a aussi un projet politique qui, pour la première fois, et l'extrait que vous avez passé de Monsieur Barnier en atteste, est le fait d'assumer cette stratégie, ce que j'appelle, moi, vous savez, je vous parle beaucoup de l'ère de la démocratie minoritaire, et je vous dis, il y a 2 stratégies qui se font face là-dedans. Il y a ceux qui veulent reconstruire une majorité populaire, et en face, ceux qui essaient d'utiliser la majorité populaire avec ce que j'appelle la stratégie du socle. C'est-à-dire, ils veulent un socle suffisamment fort, mais ils veulent se contenter d'un socle pour asseoir leur pouvoir et pour capter le pouvoir à leur profit. Mais vous avez entendu la déclaration de Monsieur Barnier. Je suis assez flatté qu'ils reprennent le terme de socle. Par contre, je suis extrêmement inquiet de voir que c'est assumé avec un tel cynisme. Il revendique la force de son socle à l'Assemblée nationale, qui n'a jamais été aussi faible. Il pense s'asseoir sur 220 parlementaires, alors que la majorité est à 289. Donc, on voit bien qu'il y a eu cette volonté d'étirer le temps, finalement, qui est de créer le désintérêt des Français. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une stratégie minoritaire de captation du pouvoir par quelques-uns derrière. D'accord. Alors, vous êtes tous les deux d'accord déjà sur la stratégie du temps long, finalement, de l'oubli, du manque, de l'absence de réaction populaire qui a déjà tourné la page depuis longtemps. Là-dessus, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord tous les deux sur l'absence de légitimité aussi de ce gouvernement. Évidemment, il faudrait peut-être qu'on revienne un peu dans le détail là. On a donc 7 ministres de chez Ensemble, 3 de chez les Républicains, 2 du MoDem, donc parti allié, et 1 Horizon. Et puis surtout, ce qui est intéressant, et ce que je disais tout à l'heure en édito, que quand on regarde chez Renaissance, évidemment, ici, les postes clés ont été donnés à Renaissance, encore une fois. Donc ministre des Armées, ministre du Travail, ministre de l'Économie, ministre des Affaires européennes, pour eux, c'est clé. Et puis, comme je disais, je pense que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est finalement directement annulé par le ministre de la Justice, qui lui divers gauche. Donc finalement, qui fera l'arbitrage ? C'est a priori du côté de l'Élysée. Donc on peut, encore une fois, malgré cette ouverture, comme le dit Michel Barnier, et ce non-sectarisme, on voit bien ici qu'on est sur un arbitrage qui est tout à fait macronien. De ce côté-là aussi, vous êtes d'accord ? J'imagine qu'il a béné ça. Écoutez, sur l'annulation de Retailleau par Migaud, c'est une évidence. Mais ça, c'est une stratégie du en même temps macronien qui est assez bien jouée et qui est pas très nouvelle. Encore une fois, on avait le couple Dupond-Moretti, Gérald Darmanin. Bon, je dis pas que Darmanin servait à grand chose non plus, mais il y avait l'idée qu'on avait un Monsieur Muscle à droite et une sorte de ténor de barreau à gauche, je veux dire, enfin marqué à gauche, ou quelque chose comme ça. En tout cas, un obsessionnel anti-RN. Et donc, on se retrouve un peu avec ça, avec Didier Migaud à gauche, divers gauche, et donc Bruno Retailleau. Et là, il y a 2 personnalités sur lesquelles j'aimerais m'attarder 2 secondes, parce que j'ai le sentiment que Didier Migaud est le casse du siècle. Je m'explique. Didier Migaud, vous savez, je suis parti des rares Français,
Je m'en gargarise pas, hein, on est d'accord. Hein, c'est pas un titre de gloire de ma part du tout, mais je fais partie des rares Français qui voyaient qui était Didier Migaud avant qu'on parle de Didier Migaud, parce que pour être honnête, je pense que 99% des Français avaient les jours. Je veux dire, Didier Migaud, ça leur disait pas grand-chose. Didier Migaud, il y a 25 ans, lorsqu'il était député, déjà évidemment PS à gauche, etc. C'est le prototype du PS bon teint, bon chic, bon genre. Vous savez, le type dont il y a 25 ans on ne connaissait déjà pas le nom et 25 ans plus tard on ne le connaît toujours pas. Donc ça changera pas beaucoup à mon avis avec ce passage à Place Vendôme. Mais admettons. Didier Migaud, il y a 25 ans, il est à l'origine d'une réforme de l'organisation des lois de finances, qui était la loi organique sur les lois de finances, la LOLF, comme on disait à l'époque, qui était une sorte de réforme assez technique sur les finances de l'État et sur le fractionnement du budget. Je vais un peu vite, mais en gros, c'était une réforme qui a beaucoup intéressé les spécialistes des finances publiques à l'époque, et qui a d'ailleurs fait les choux gras des manuels en la matière dans les domaines de la science politique, des finances publiques, du droit public, etc. Peu importe. Je dis ça parce que, donc, il y a 25 ans, ce brave député Migaud proche du PS, enfin plutôt PS à l'époque et proche de Jospin, c'était déjà un second couteau technicien d'une époque où son nom était peu connu. Or, 25 ans plus tard, on se retrouve à la voir Place Vendôme, sachant qu'entre-temps, évidemment, ce haut fonctionnaire a gravité, notamment par la Cour des comptes, mais il n'empêche que on sort du chapeau pour Place Vendôme un type qui, à 25 ans, était déjà un inconnu de la gauche aux yeux du grand public, et qu'on sort des cartons pour faire style. Nous avons un divers gauche avec un petit peu vous voyez, qui a roulé sa bosse, histoire de placer Place Vendôme et d'avoir quelqu'un à sortir du chapeau à gauche. Ça veut dire que l'ouverture vendue par la Macronie à gauche, c'est un débauchage d'une personnalité qui, depuis 25 ans, plus personne déjà n'en a rien à faire, à part les spécialistes du fonctionnement de la machine étatique. Voilà ce que nous avons à gauche dans ce gouvernement Macron. Franchement, comme prise de guerre, il y a mieux. Oui. Admettons. Alors, je peux peut-être vous retourner le compliment sur le côté de la droite, hein, parce que comme prise de guerre, il y a mieux que les LR. Alors, mais attendez, mais Clément, je ne m'arrête pas en si bon chemin. Ah oui. Voyez-vous, je n'entendais pas faire de Migaud le héros problème. Unique de cette journée. Voilà. Non. Alors, deux remarques à droite. Première remarque, depuis 2 jours, j'entends dire je prends 2 quotidiens totalement différents. Libération, qui est bien connu pour sa nuance et son sens. Vous savez, Libération qui voit les bottes de Hitler chez Nicolas Sarkozy à l'époque, donc tout de même. Mais Libération et 20 minutes nous dit depuis 2 jours un gouvernement gouverné ou un gouvernement dominé par une droite ultra réactionnaire. Hein, le mot est celui-ci. Ultra réactionnaire par la personne de Bruno Retailleau, ultra réactionnaire. J'aimerais quand même un moment que les gens conservent leurs mesures, parce que si on regarde la composition du gouvernement Nicolas Sarkozy à l'époque, il y avait beaucoup plus d'ultra-réactionnaires que Bruno Retailleau, mais admettons. Mais là, la deuxième remarque que je l'ai faite, c'est Jean-Noël Barrot. Et alors, c'est très intéressant, parce que si on s'intéresse au parcours de Jean-Noël Barrot... Aux affaires étrangères, je précise. Aux affaires étrangères, pardonnez-moi. Effectivement, Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères, il était ministre de la transition numérique, me semble-t-il. Il était ministre délégué en charge de l'Europe dans le précédent gouvernement. Il est désormais aux affaires étrangères. Et c'est le fils de Barrot le centriste, qui était, roulement de tambour, vice-président de la Commission européenne, lui-même membre du Conseil constitutionnel. Ce qui veut dire que alors je suis désolé de faire du bashing, du bashing par voie de descendance. J'ai horreur de faire ça, mais tout de même, ça veut dire qu'on a une famille Barrot qui récemment, c'est quand même à démontrer son attachement à cette belle construction européenne et à cette belle Commission européenne via donc le père et le fils qui était ministre, qui revient par la fenêtre ou plutôt par la porte pour revenir maintenant aux affaires étrangères et pour poursuivre son attachement, dit-il, sans faille et total à la construction européenne, à cette belle chose européenne. Donc tout ça pour dire qu'à droite, on a un UDI européen en diable qui doit être un adorateur d'Ursula von der Leyen. Vous savez, les gens qui considèrent que sans Europe, point de salut. Et donc une gauche dont le principal débauchage s'appelle Didier Migaud, un homme qui a 25 ans, dont il y a 25 ans, les Français n'avaient même pas identifié le visage. Oui. Voilà ce nouveau gouvernement qu'on nous fabrique, c'est merveilleux. Alors, je reste un petit peu sur ma foi concernant les LR, mais du coup, je vous fais confiance, François Coq, pour nous montrer aussi ce que Valls est, entre guillemets, LR. Je rappelle aussi la dernière actualité. Éric Ciotti a pris acte de la dissolution dimanche, je le cite, de l'état-major des Républicains dans la Macronie. Ce gouvernement n'est pas un gouvernement de cohabitation, dit-il, et donc il a démissionné de la présidence des LR. Voilà, c'est intéressant parce que lui-même s'était déjà dissous dans le Rassemblement national, et puis l'autre parti s'est dissous dans la Macronie, mais on appelle ça encore des LR au sein du gouvernement. François Coq, qu'en pensez-vous ?
Bon, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que quand même, il faut essayer de pas vouloir créer de nouveaux objets politiques en permanence. Qu'est-ce que c'est ce gouvernement? C'est le gouvernement RPR-UDF du milieu des années 80. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre que ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gouvernement? Il y a des LR ex-UMP, ex-RPR. Il y a des modems ex-UDF avec des UDI qui étaient eux-mêmes une scission de l'UDF avec des LIOT qui étaient une excroissance de ce truc-là. C'est un gouvernement RPR-UDF. C'est un truc, c'est une espèce de Centriste, dinosaure quoi. Ouais. Il y a 40 ans qui est en train de ressortir. Donc c'est pas pour vous l'UMPS. On n'est pas dans l'UMPS. Non, on n'est pas dans l'UMPS parce que le PS pour le coup a pas voulu y aller et Didier Migaud à cet égard n'est absolument pas une caution de gauche. Didier Migaud est la prise politique de Nicolas Sarkozy en 2010 qui le met à la tête de la Cour des comptes. Pourquoi? Parce que Didier Migaud est l'archétype du social libéral, mais beaucoup plus libéral que social le monsieur. Et il était là. Pourquoi? Pour aller à la tête de la Cour des comptes. Vous savez, c'est celui qui vient nous expliquer que nous autres Français on travaille pas assez et qu'il faut tout réformer et qui donc légitime les pires réformes à venir des différents gouvernements. Ça se passe comme ça depuis 2010. C'est monsieur Sarkozy qui l'a installé, c'est monsieur Hollande qui l'a prolongé et c'est monsieur Macron qui s'en sert. Voilà ce qu'est monsieur Migaud, un espèce d'idiot utile de l'ultra libéralisme. Donc non, il n'y a pas de patte gauche à ce gouvernement, c'est un vieux gouvernement RPR UDF et rien d'autre. Et par contre, c'est un gouvernement RPR UDF qui est assis sur des partis qui se sont affaissés, qui n'ont plus le poids et la surface de ce qu'était à l'époque le RPR et l'UDF, qui représentait une majorité aux élections tant de 1986 que de 1993. Et non seulement c'est un gouvernement assis sur des partis qui se sont affaissés, mais c'est un gouvernement assis sur des partis qui ne participent pas directement à ce gouvernement. J'en veux pour preuve le refus de monsieur Wauquiez, par exemple, d'entrer au gouvernement. Alors bien sûr, il a dit que c'était parce qu'il n'avait pas à l'intérieur, mais les partis eux-mêmes savent que puisque la seule élection structurante désormais c'est l'élection présidentielle, eh bien ils n'avaient rien à faire dans ce gouvernement qui n'a qu'une durée de vie limitée, on le sait maintenant. Juste un mot, parce que vous parliez de LR, on voit que M. Wauquiez n'a pas voulu y aller, nous dit-il, parce qu'il pouvait pas avoir le ministère de l'Intérieur. On comprend bien pourquoi il voulait le ministère de l'Intérieur. On peut faire les gens qui disent oui, M. Wauquiez et les autres ont de grandes idées sur l'immigration, la sécurité, ils veulent les mettre en œuvre. Mais enfin, vous et moi qui connaissons le monde de la politique et les gens derrière le poste, ça veut très bien que pourquoi est-ce que tous ces gens veulent le ministère de l'Intérieur? Parce que c'est ce qui permet de verrouiller les élections et qu'on est dans une période désormais d'élections permanentes, puisque au pire, nous serons obligés de retourner devant dans les urnes au mois de juillet prochain, et sans doute devrions-nous y retourner bien avant, puisque si ce gouvernement tombe, je ne vois pas d'autre alternative pour le président de la République que la démission, et qu'ensuite le juge constitutionnel fasse enfin son œuvre et accepte l'idée qui est issue d'un rapport de force et que la dissolution peut être pratiquée avant un an s'il y a changement de président de la République. Oui. Tiens, en parlant de juge constitutionnel, on a eu Jean-Louis Debré, pareil, un peu ressorti des cartons, mais c'est pas grave, ancien ministre de l'Intérieur, ancien président du Conseil constitutionnel, qui est intervenu sur bien ce nouveau gouvernement, et je vous propose de l'écouter. Moi, je dis simplement que lorsqu'on fait des élections, on envoie au gouvernement le parti ou la coalition. On suggère, on nomme au gouvernement le parti ou la coalition qui est arrivé en tête. Là, je m'attendais à ce que, compte tenu du résultat des élections législatives, qui est sans ambiguïté, le président de la République en tire les conclusions et demande au parti de gauche qui s'appelle le Nouveau Front Populaire, de prendre sa responsabilité. Et on a revu le résultat. Ouais, Guilain Benessa, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de Jean-Louis Debré pour avoir ce rappel, mais quand même, en fait, on se demande là, mais on est où? On ne respecte absolument pas le vote. C'est ce que vous dites tous les deux d'ailleurs depuis le début, et on a vraiment plaisir à vous entendre à chaque maintenant dissolution, remaniement, le lundi en général pour reprendre toutes ces actualités. Mais encore une fois, c'est tellement évident qu'on ne respecte plus rien et absolument pas ni le vote ni la démocratie. On a besoin maintenant d'un ancien président du Conseil constitutionnel pour nous rappeler en fait les règles constitutionnelles et pour se rappeler qu'on est complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Oui, alors
avant d'aller sur les propos de ce brave Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, juste un mot quand même sur la droite et la gauche, ou plutôt la composition de la droite au sortir de tout ça dans le gouvernement. Pour le coup, je ne suis pas d'accord avec François Coq. Je ne pense pas que ce soit la survivance ou la reprise de ce qu'on appelait à l'époque l'attelage RPR-UDF. Là, je suis pas d'accord, parce que si on fait un minimum, même pas un minimum, si on jette un œil en arrière et qu'on reprend la composition des précédents gouvernements, pas besoin de retourner dans les années 80, bien qu'elles soient plus glorieuses que les années 2020, à mon avis, tout de même, en termes de style et de politique. Si on prend le gouvernement de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012, nous avons une liste de ministres qui sont quand même beaucoup moins fantoches et beaucoup moins de la cabriole que ce qu'on fait aujourd'hui. Je m'explique. De Laurent Wauquiez à Alain Juppé, de Michel Alliot-Marie à, je ne sais pas moi, Thierry Breton, admettons, hein, même si j'en pense pas grand-chose aujourd'hui vu ce qu'il fait à la commission. Je veux dire par là que les personnalités qu'on avait, les hommes et les femmes qu'on avait à l'époque au gouvernement, étaient susceptibles de s'imposer face à l'administration. C'était quand même soit des poids lourds, soit des hommes très ambitieux. En tout cas, ce n'étaient pas des pions interchangeables d'un système dans une espèce de bureau anonyme dans lequel il y aurait une course à l'échalote de celui qui est le plus anonyme de tous. Or, le gouvernement Barnier aujourd'hui, c'est le gouvernement des anonymes. Je fais mon pari que personne ne sortira de cette attache, personne, parce que littéralement, la politique a littéralement disparu de la politique. Nous faisons la politique sans politique. Donc, c'est un gouvernement apolitique, c'est un gouvernement bureaucratique qui, à mon avis, ressemble bien plus au politburo de l'URSS, mais BCBG, une sorte de bureaucratie sympathique, enfin sympathique, on en pense qu'on veut, hein, mais une bureaucratie jeune, trentenaire, cool et dans le vent, d'accord, c'est ce que donne à faire croire le ministre de l'économie de 33 ans, sympathique et macroniste. Oui, enfin, ils sont pas tous trentenaires. Hein, mais, oui. C'est un politburo agréable parce que c'est un politburo qui a l'habitude de faire la fête et d'avoir un coordinateur. Vous savez, François Coq parlait tout à l'heure de celle qui a été nommée en coordination de l'équipe gouvernementale. Ça veut dire qu'en gros, ils ont un happy manager, comme on dit aujourd'hui, ou un géo du Club Med, destiné à mettre la bonne ambiance au sein de tout ça. Donc, voilà le style. Faut pas l'oublier quand même. Mais je mettrais vraiment moi, personnellement, je regrette qu'il n'y ait pas des ténors de la politique, parce que même si je ne pense pas qu'ils changeraient grand-chose, ils sont susceptibles de donner une courbe, un style, quand même de s'imposer face à l'administration. Oui. L'écoute profonde n'écoutera jamais un gosse de 33 ans qui devient ministre de l'économie, c'est impossible. C'est impossible. Imagine un magistrat s'en cogne littéralement de Didier Migaud. De voir un vieux loup de mer de 75 ans dont il se foutait déjà il y a 10 ans, honnêtement, ils vont pas aujourd'hui se dire « Mon Dieu, ce ministre va tout changer ». Vous voyez, je suis vraiment sceptique dans cette bureaucratisation du politique. Oui. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'ils ont une étiquette malgré tous ces gens-là. Hein. Ils sont marqués politiquement, mais en fait, ils sont tellement, septième couteau, qu'ils ne représentent plus rien politiquement. Ils sont plus des technocrates qu'autre chose, c'est ça? Écoutez, Clémence, au risque de vous décevoir, je ne sais pas, je ne crois pas qu'ils aient encore une étiquette politique. Je crois que l'étiquette politique dans ce gouvernement est très théorique. Je pense que la Macronie, d'ailleurs, étant le stade ultime de la dépolitisation, on en a déjà parlé avec vous, c'est-à-dire que, vous savez, le en même temps macronien ou le dépassement des partis s'appelle en réalité le régime des partis médiocres. C'est ce que le général de Gaulle combattait. Vous savez, quand le général de Gaulle a créé la Ve République, il avait justement comme idée qu'il fallait dépasser les partis au sens où les partis, en réalité, s'arrangeaient entre eux dans une tambouille qui faisait qu'en réalité, ils étaient interchangeables. Ils pensaient la même chose, l'objectif étant de garder le pouvoir vers eux et de ne surtout pas s'intéresser à ce qui sortait des urnes. Nous vivons la même chose aujourd'hui. Sincèrement, je ne pense pas une seule seconde que grand-chose sépare Jean-Noël Barrot de Didier Migaud, en passant par les ministres de l'économie, ministre du budget, etc., sous l'égide de Michel Barnier, ancien, négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne. Tout ça se tient. Oui. Et c'est là où je ne dis pas, je suis pas en train de dire que dans les années 80 ou dans les années 2000, il n'y avait pas déjà des arrangements ou déjà une dépolitisation en marche. Je pense qu'il y avait déjà quelque chose. Mais que nous sommes officiellement sortis de la politique, puisque nous n'avons même pas de cohabitation, alors que la droite est venue au pouvoir. La droite, théoriquement, cohabite. Or, elle ne cohabite absolument pas, parce qu'ils pensent tous la même chose. Ce qui fait qu'en réalité, l'UMPSisation de la politique, là, je suis d'accord avec vous, Clément, c'est un gouvernement UMPS, mais ce gouvernement UMPS, il est distinct pour moi de la grande époque RPR-UDF, parce que je pense qu'on faisait encore un peu de politique, et je pense que justement,
nous avons en 2024 l'introduction d'un gouvernement sans politique dont l'objectif est de mettre en place une feuille de route qui finira par la mise sous tutelle de l'Union européenne. Tiens, j'ai un auditeur ici sur le chat qui nous dit qu'Emmanuel Todd parle de nullocratie. Peut-être que ça va vous plaire comme expression. Alors, je sais pas, François Coq, je vous ai vu, j'ai l'impression que vous vouliez réagir avant qu'on aille sur Jean-Louis Debré, sur ce qu'a dit Guillain Benessa. Non, mais j'entends ce que dit Guillain et je crois que c'est pas si éloigné de ce que je dis. Mon expression est de dire c'est un gouvernement des partis sans les partis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui a présidé à la mise en place de ce gouvernement est un équilibre partidaire. C'est ça qu'a essayé de faire Monsieur Macron. Mais désormais, les partis ne sont pas partie prenante de ce gouvernement. Ils sont restés à l'extérieur. C'est le cas des LR, de l'appareil de LR, des poids lourds de RL. Et les ministres qui ont été nommés parce qu'ils ont une étiquette, mais pas parce qu'ils ont une identité et un poids politique. Oui. Autrement dit, c'est réellement le gouvernement des partis sans les partis. On est en train de créer une survivance du passé, de donner l'illusion retour au parti pour essayer de rassurer et de conforter, pour enrayer de ma chronique avant notre discussion, créer le vide qui laisse les mains libres à Monsieur Macron qui serre les mains de Madame von der Leyen, et tout ça sont les mêmes mains, ça vient d'être dit par Guillain Benessa. Oui, alors je voudrais deux questions quand même encore importantes que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui. Bon, cette question de l'absence de respect de la démocratie et du vote des Français quand même, j'aimerais bien qu'on y revienne 2 minutes, et c'est pour ça que je vous passais Jean-Louis Debré. Et ensuite, et vous l'avez rappelé Guillain Benessa, et je voulais aller là-dessus, vous l'avez rappelé, Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit. Eh bien, moi je pense, enfin, je crois pas être la seule à porter cette analyse d'ailleurs, que Michel Barnier a été choisi pour cela, c'est-à-dire pour négocier avec Bruxelles. On sait qu'on a là une loi de finances ultra tendue. Est-ce que c'est pas finalement un marchepied pour Bruxelles, Michel Barnier et son gouvernement de fait. Mais je sais pas dans quel sens vous voulez commencer. Du coup, Guillain Benessa, peut-être la réponse à Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, c'est un ex-président du Conseil constitutionnel, chiracien par excellence, qui n'a déjà, j'ai pas le temps de rentrer dans cette affaire qui est très longue, mais qui est déjà un président du Conseil constitutionnel extrêmement discutable lorsqu'il était président du Conseil constitutionnel. Et il a l'habitude d'être du bon côté du manche. J'avoue que j'ai pas une grande sympathie pour son œuvre au Conseil. Et ce qu'il rappelle là, mais qui est tout à fait juste, c'est que théoriquement, si on avait été un minimum républicain, mais je vais dire, j'aime pas ce mot. Vous savez quoi, je n'aime plus le mot républicain. Si on avait juste respecté les usages, c'est-à-dire si on avait été un minimum cohérent avec nos institutions, il n'y a même pas besoin de mettre les grandes valeurs républicaines là-dedans. Normalement, Emmanuel Macron appelait le nouveau Front populaire à composer un gouvernement. Et une fois que ce gouvernement était composé, il subissait ou non une branlée à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire il supportait ou non une censure. Voilà l'usage. Mais techniquement, ça fait très longtemps que nous ne respectons plus les usages, et Emmanuel Macron le premier. Donc, à la limite, il est cohérent, une énième fois. Alors, et je vais y venir, c'est que, pour répondre clairement à ce que Jean-Louis Debré, par exemple, disait, en 1986, la droite s'est installée en cohabitation. François Mitterrand a perdu les élections législatives et il a appelé la droite à former un gouvernement, le gouvernement étant à l'époque celui de Jacques Chirac. À l'époque, la cohabitation était littéralement l'invention d'un viol par rapport à l'esprit des institutions. L'esprit des institutions, c'est le président perd une élection intermédiaire, il fiche le camp aussi vite qu'il a perdu. En 69, je le répète souvent, mais tout de même, vous savez que lorsque le général de Gaulle quitte en 69 le fauteuil présidentiel lors de ce référendum perdu, et je précise ça parce qu'il faut vraiment le dire, à 20h tombe le résultat du référendum. À 20h. 20h00. À minuit 10, c'est-à-dire concrètement 4 heures plus tard, le général de Gaulle lance un communiqué par voix, il prononce un texte de 2 phrases qui fait l'objet d'une diffusion radiophonique. Dans ce texte, il dit, en gros, j'ai perdu, je cesse d'exercer mes fonctions à partir de midi. Ça veut dire que 4h10 après la défaite, il part. 4h10. Nous avons maintenant le résumé suivant. Et promis, j'essaye vraiment, Clémence, de tout mettre en peu de phrases. Emmanuel Macron, en 2022, a gagné sans faire campagne. Il a gagné avec l'appui bienheureux d'une guerre qui s'appelait la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a permis de ne plus faire campagne et qui a littéralement saboté une campagne dans laquelle il n'a pas posé un orteil. Il n'a pas mis un orteil dans la piscine électorale. Pas du tout. Oui, c'était déjà la même chose en 2017 avec l'affaire du PNF contre François Fillon. Mais qu'on soit clair, Clément, j'essaye de faire court, donc de ne pas tout refaire parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Non, mais c'est moi, mais on pourrait refaire le match depuis il y a 10 ans. Par la suite, il a perdu,
il a pris une branlée aux européennes, puisqu'il a pris 14%. Enfin, Valérie Yayer, qui était brillante comme un chapeau de paille, a fait 14% aux élections européennes, et à côté d'elle a eu Jordan Bardella, qui a même pas fait une campagne brillante à mon sens, mais qui est monté à 35%. Ensuite, on a eu les législatives. Je ne veux pas revenir avec le barrage républicain, etc. Enfin bref, on ne va pas revenir une dernière fois là-dessus. Un été délirant et une rentrée sous haute tension dans laquelle on a eu sortie du chapeau. En fait, Emmanuel Macron a fait son DRH pendant 15 jours puisqu'il a convoqué à des entretiens d'embauche tous les potentiels premiers ministrables. Et nous nous retrouvons avec tout ça, avec Michel Barnier et un gouvernement totalement illégitime, surtout composé non pas de poids lourds, mais donc, comme je disais, de figures du troisième chapeau, que les Français, pour la plupart, ne connaissent absolument pas et ne connaîtront jamais. Oui. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'au bout, nous avons, en 1986, un premier viol des institutions qui donne la cohabitation. Nous avons aujourd'hui, au bout de tout ça, le résultat final et le viol terminal, c'est que nous ne cohabitons même plus. Nous perdons, il perd les élections, le président de la République, il reste en place, il repère des élections, il reste en place, et il n'a même plus besoin de cohabiter, parce qu'il appelle au gouvernement des seconds couteaux d'accord avec lui, quelles que soient les étiquettes, qui de toute façon, et je fais le lien, sont là non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons bureaucratiques et des raisons d'allégeance au souverain du dessus qui s'appelle effectivement Bruxelles. Il va falloir gérer le budget, il va falloir gérer potentiellement une mise sous tutelle du FMI, il va falloir gérer potentiellement une procédure d'infraction qui va être lancée par l'Union européenne si nous ne rentrons pas dans les clous d'ici la fin d'année. Il est clair que on va nous jouer en 2025 pour moi, l'hymne suivant, c'est il faut que nous restions en place et il faut faire face, attention, à la censure potentielle du RN, parce que si nous ne tenons pas face à l'Union européenne, demain c'est la banqueroute. Ce qui veut dire que le gouvernement ultra-minoritaire que nous avons en place va tenter de nous jouer la chanson de la responsabilité, parce que sans nous, demain, c'est l'apocalypse. Donc, nous sortons d'une période où nous devions enfin faire un peu de politique, et nous rentrons à nouveau dans l'ère de la bureaucratie apolitique, dirigée par l'impératrice en chef qui s'appelle Ursula von der Leyen. Sur l'hymne de la banqueroute, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un côté vrai, c'est-à-dire que les marchés, si jamais c'est le RN qui prend le pouvoir, peuvent vraiment couler nos finances. C'est un vrai sujet, malheureusement, François Coq. Oui, enfin cette stratégie de la peur, de dire qu'on a le couteau sous la gorge, on l'a bien connue, elle est pratiquée au sein de l'Union européenne depuis une quinzaine d'années. Maintenant, on est nourri de l'expérience de nos amis grecs et du reste. Donc, je crois qu'il faut pas céder à tout ça. La France a un poids tel que il y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, c'est un jeu politique qui va être joué. Il faut bien comprendre que ces gens-là sont en mission commandé. Moi, je rejoins Michel Barnier aussi. Alors, vous êtes d'accord sur le choix de Michel Barnier qui avait un lien particulier avec Ursula von der Leyen. J'y viens. Je commence par ce que disait quand même Jean-Louis Debré. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. On aurait dû nommer un gouvernement du nouveau Front populaire et qui aurait ensuite fait ses preuves ou pas à l'Assemblée nationale et qui aurait été certainement battu très vite. Mais enfin, il n'y a pas de quête de stabilité institutionnelle, comme le dit le président Macron, parce qu'il n'y a pas plus de stabilité institutionnelle aujourd'hui et peut-être encore moins. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si M. Macron n'a pas voulu nommer Mme Castet, c'est parce qu'il y avait une inquiétude folle, absolument folle, dans les rangs de la minorité présidentielle, que le nouveau Front populaire abroge un certain nombre de réformes par décret. Or, les réformes qui avaient été passées, je pense notamment à la réforme des retraites, sont des réformes qui ont été passées en force à l'aide du 49.3, sans être elles-mêmes assises sur une majorité à l'Assemblée nationale et encore moins dans le pays. Donc il y avait une volonté, certes, de captation du pouvoir de la part du président, mais surtout de ne pas détricoter ce qu'il avait pu faire parce que il ne le fait pas pour lui-même. On sait bien qu'il y a une politique qui est pilotée et qu'il n'est jamais que l'émissaire de cette politique dans notre pays. Il faut voir là, il faut comprendre la grande crainte qu'il y avait dans le camp macroniste que le NFP arrive au pouvoir et qu'ils aient les mains libres pendant un mois avant de sauter à l'Assemblée nationale pour détricoter un certain nombre de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que oui, M. Barnier est là parce qu'il a une durée de vie politique limitée. Il est là pour 2 mois, pour 3 mois, dans cette séquence où la procédure contre la France pour déficit excessif a été engagée par Bruxelles, et il est là pour négocier, pour essayer de faire retomber la pression vis-à-vis de Bruxelles. Son rôle sert à cela. Il servira dans un deuxième temps à jouer la peur
pour essayer de dire si vous me faites tomber, le pays sera à feu et à sang, c'est ce qu'il a déjà commencé à faire hier soir lors du journal télévisé. Oui. Mais enfin, combien de temps est-ce que cela tiendra? Il y a l'examen du budget, et plus encore que l'examen du budget, on voit bien que le Rassemblement national ne va pas être, ne peut pas politiquement cautionner par son silence ou par son absence de censure ce gouvernement trop longtemps. Il y a une échéance qu'il faut avoir en tête, ce sont les échéances judiciaires de Madame Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires. On devrait être là à la fin de l'automne, au début de l'hiver, au tournant de novembre. Il y a fort à parier que dès lors qu'elle sera délestée de cette affaire, que celle-ci sera derrière elle, elle se sentira beaucoup plus les mains libres pour faire tomber ce gouvernement. Mais enfin, c'est bien triste que notre pays, dans l'état dans lequel il est, voit sa politique inféodée comme cela, a aussi des suites judiciaires. Oui, ça n'aura pas l'histoire du PNF d'ailleurs. Alors, que doit-on faire aujourd'hui? Beaucoup se posent la question ici sur le chat. Finalement, vous avez raison sur l'analyse, mais nous, Français, que peut-on faire aujourd'hui? Désespérés de voir que notre vote n'est plus respecté. Allez, on commence par Guilain Benessa. Alors, il y a eu, quand vous parlez de la question de l'apocalypse qu'on va faire peser sur nos têtes en disant il n'y a pas d'autre choix que de suivre le gouvernement. En plus, le gouvernement est composé comme tel pour faire face à la pseudo-apocalypse, plutôt vendre l'apocalypse pour y faire face. Première remarque, c'est qu'il y a 5 jours, et je pense que c'est passé un peu comme une lettre à la poste. Je sais qu'on en parle souvent sur votre antenne de ce type et que Clémence, vous avez vous faites preuve vous avez une mission de service public au sens où je l'entends parce que je vous alertez sur ces sujets. Il y a quelques jours, et ça a été noté mais pas suffisamment, le ciel est tombé sur la tête des bons Européens bien fans de la construction européenne. Pourquoi? Parce que le chancelier allemand Olaf Scholz, qui, pour reprendre un bon mot de Nigel Farage d'époque, a le charisme d'une serpillière humide, donc on peut quand même pas dire que ce soit vous voyez, c'est pas le général de Gaulle, quoi. Je veux dire, c'est même pas Philippe Séguin, on en est très très loin. Elle a quand même annoncé globalement que l'Allemagne fermait ses frontières. Ce qui veut dire que, après 70 ans, on nous a expliqué qu'on n'avait pas le droit, qu'on n'avait juste pas le droit, en fait, que le lendemain, tout allait tomber, que le lendemain, ce serait les 12 plaies d'Égypte. Le chancelier allemand de centre-gauche, cet homme pondéré, tranquille et social-démocrate, nous annonce un changement de paradigme dans un pays qui est quand même pétri dans la culpabilité, raison pour laquelle, culpabilité de la Shoah, bien sûr, raison pour laquelle il a toujours été au firmament de la construction européenne. En gros, les Allemands ont l'impression de payer la facture d'Hitler depuis 80 ans, ce qu'a fait Angela Merkel, raison pour laquelle elle a ouvert ses bras à l'immigration massive, parce qu'elle imaginait que c'était la seule façon pour elle d'expier ses péchés. Je dis ça parce que, il y a quelques jours, l'Allemagne a choisi de faire machine arrière. Oui. On en est au tout début. Je suis sceptique quant au fait que ça passe crème, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y aura une armée de boucliers, ça a déjà commencé, mais tout de même, il y a quelque chose comme un rétropédalage dont j'aimerais voir ce que ça veut dire, parce que c'est exactement le rétropédalage que nous devrions avoir chez nous, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui à un moment se dit il faut changer de braquet, il faut changer de trajectoire, nous allons littéralement dans le mur. Non pas en vendant le mur de la dette financière, mais en disant il faut absolument changer de logiciel sur tous les domaines, que ce soit l'immigration, les frontières, l'économie, la dette, le budget, etc. Tout est à changer. Donc c'est un motif d'espoir. J'aimerais, première leçon, quelque part, que nous commencions à réclamer que la France copie le soi-disant bon élève devenu mauvais élève, le nouveau cancre allemand, si je puis dire, le nouveau cancre allemand en la matière. Première réaction de ma part là-dessus. Vraiment, j'espère, Clémence, que nous aurons l'occasion d'en reparler par la suite et que ce sera un motif d'espoir pour la suite. Deuxième remarque, je sais, vous allez dire, Guilain vient avec ses marottes. J'ai rien dit. Maître Benessa est un avocat de prétoire et définitivement n'a pas de modus operandi tout fait. Mais moi, très simple, j'espère que se met en place, je ne sais pas par quel biais, peut-être une pétition généralisée, peut-être qu'un homme politique sort du chapeau dans les prochains temps. Sait-on jamais que vous savez qu'un séguiniste vieille, ancienne période, avec une sorte qui maugrait dans son coin, prenne la lumière. Mais j'aimerais qu'un hurleur nouvelle période, qu'un homme avec un peu de charisme se lève pour réclamer non pas la destitution d'Emmanuel Macron, mais la démission d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut aujourd'hui réclamer sa démission, non pas pour des motifs de droite et de gauche, non pas pour des motifs à courte vue,
mais pour des motifs objectifs, c'est qu'un président battu doit définitivement partir. C'est-à-dire que je pense que désormais, ce gouvernement minoritaire va être sous la censure potentielle du Rassemblement national. On va jouer ce jeu pendant les prochains temps. Il faudrait que le RN sorte non pas la carte de la censure, mais de la carte de la démission pour organiser FISA des nouvelles élections présidentielles. Et là, je renjoins François Coq tout à l'heure, pour que ces nouvelles élections permettent l'élection d'un président de la République qui prononce une dissolution immédiate de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il faut réclamer par tous les moyens, et je pense qu'il peut y avoir là une rencontre entre eux. Alors, effectivement, je rêve un peu, mais un maugréateur, un hurleur, un homme de mauvaise... Vous savez, rêvons d'un homme de mauvais caractère, je veux dire, il faudrait un jour l'avoir, et qu'il y ait quelque chose comme une démission qui soit réclamée de façon massive. J'espère que ce sera le moment, parce que je crois qu'il y a quelque part maintenant un tunnel pour le faire d'ici la fin d'année, avec l'installation d'un gouvernement qui ne pourra pas tenir si le peuple n'en veut pas, et si le RN se réveille. Tiens, j'ai le chat qui dit Monsieur De Villiers peut-être pourrait demander la démission de Macron. Je ne sais pas si c'est lui qui a un mauvais caractère, mais bon. François Coq, votre idée pour justement pour les Français qui sont là, qui se rendent bien compte qu'ils sont floués, mais qui demandent ce qu'ils peuvent faire, et ce sera le mot de la fin. Écoutez, on avait déjà évoqué cette question quand on est confronté à une situation de blocage institutionnel comme c'est le cas là, et qu'il y a une forme de coup de force institutionnelle. Il n'y avait pas 50 000 possibilités sur la table. Il y en avait deux. Il y avait le mot d'ordre de destitution, il y avait le mot d'ordre de démission. Je constate qu'aujourd'hui, le mot d'ordre de destitution a été porté assez largement par LFI, certains membres du nouveau Front populaire. Je pense que ce n'est pas le bon mot d'ordre pour deux raisons. La première, c'est qu'il est inefficace, parce qu'on sait très bien que le processus est tellement compliqué qu'il ne permettra pas d'arriver à terme avec les majorités des 2/3, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat qu'au Congrès. C'est aussi un mot d'ordre qui n'entre pas en résonance avec le champ populaire, quand on sait que 73% des Français rejettent l'Assemblée nationale, n'ont pas confiance, ce sont les termes de l'enquête Ipsos, 73% des Français n'ont pas confiance en l'Assemblée nationale qui vient d'être élue, c'est-à-dire en leurs propres représentants. Donc le bon chemin n'est pas le chemin institutionnel qui est une impasse. Si l'on n'emprunte pas le chemin de la destitution, il reste le bon chemin qui est le chemin de la démission. Et le chemin de la démission, il y a 3 façons pour y arriver. Soit on agit et on pèse directement sur monsieur Macron, en essayant de le contraindre à la démission par la force populaire qui s'exprime avec des pétitions ou autres, que sais-je. Je ne sais pas si ça fonctionnera. Il y a un deuxième chemin vers la démission, qui est le chemin de l'y contraindre, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, par une motion de censure. Mais ça veut dire que nous autres Français, on doit aussi s'appuyer et aller imposer aux partis le fait de faire tomber le gouvernement de M. Barnier au plus vite. Or, on voit que les partis sont encore enfermés dans le jeu partidaire, sont enfermés dans la petite concurrence et dans la petite tambouille électorale. Quand on est en train de nous expliquer que sur la réforme des retraites, ils sont tous contre, mais certains vont la voter et d'autres pas la voter parce que moi je vote pas avec un tel et moi je me mets une épingle à linge sur le nez. On voit bien que y a besoin que nous autres Français nous emparions de la question et que nous imposions à ces partis le fait de faire de la grande politique et pas de la petite tambouille politicienne. Et puis, le troisième aspect, c'est que si on n'y arrive pas ni par la pression qui doit être exercée sur M. Macron, ni la pression qui doit être exercée sur les corps intermédiaires, si on peut plus compter ni sur l'institutionnel, ni sur les corps intermédiaires, eh bien, il va falloir qu'on se charge des choses par nous-mêmes. Enfin, que diable, quand les Gilets jaunes sont sortis de leur boîte en 2018, ils sont sortis sur la question, certes, la question fiscale, mais avant tout, je suis désolé, avant tout sur la question démocratique, en se baladant dans la rue avec la carte électorale à la main et en disant qu'ils voulaient reprendre le contrôle. Eh bien, si on ne peut pas obtenir cette démission qui est la seule voie de passage possible par le champ institutionnel, et si les corps intermédiaires continuent à faillir comme ils le font depuis maintenant des années, eh bien, il faudra faire les choses directement. D'accord. Et vous nous expliquerez ce que ça veut dire directement, François Coq. En tout cas, on a compris. Démission ou les choses directement. Merci beaucoup, François Coq, Guilain Benessa. Merci à vous tous aussi, chers amis. On est